tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 29 mars. Nous débuterons ce journal en faisant plus ample connaissance avec le lauréat du prix Prince Albert de Institut Pasteur, le professeur suédois Joachim Rockloff. Nous reviendrons sur la remise des prix des Super Yacht Explorer Awards au Yacht Club de Monaco. Culture avec ce concert du violoncelliste Cameron Krosman au lycée technique et hôtelier de Monaco dans le cadre du Printemps des Arts. Reprise du championnat de Ligue 1 ce week-end. Dimanche, l'AS Monaco reçoit Caen pour la 30e journée. Et enfin, notre invitée du week-end sera Sandra Bessudo, la présidente de la Fondation Malpelo. La Monaco Ocean Week touche à sa fin. Pendant plusieurs jours, la Principauté aura accueilli de nombreux événements destinés à mettre en lumière les grands enjeux actuels liés aux océans. Ateliers, conférences, réunions de travail, mais aussi remises de prix ont ponctué cette 3e édition de la Monaco Ocean Week. Et vous allez le voir sur ces images. Jeudi soir a été remis le prix Albert II de Monaco, Institut Pasteur. La cérémonie s'est déroulée au Yacht Club de Monaco. C'est le professeur suédois Joachim Rockloff qui a été récompensé pour ses travaux sur l'impact des changements climatiques sur la santé. Une équipe de Monaco Info a pu le suivre dans son quotidien à Umeå, dans le Grand Nord suédois. Ce reportage est signé Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Nous sommes à 600 km au nord de Stockholm, en Suède, à Umeå, considérée comme une ville pionnière pour les hautes technologies. Ici, le tiers de la population est étudiant. L'université d'Umeå a été fondée en 1965 et s'étend sur plusieurs centaines d'hectares autour d'un hôpital qui est fréquenté par des patients venant de tout le nord du pays. Et c'est là que depuis plusieurs années, un pôle de recherche avancé a vu le jour, alors que les désordres climatiques faisaient de plus en plus fréquemment la une de l'actualité. Joachim Rockloff est professeur au département de santé publique et médecine clinique dans la section de la santé durable. C'est un spécialiste de l'impact des changements climatiques sur la santé mondiale. I did my bachelor's and master's training and I felt I wanted to do something that's applied and also which would be making a difference for people. So I went into public health and environmental epidemiology and started working with climate and human health. And I just got hooked on it. Joachim Rockloff a longtemps enseigné, mais depuis quelques années, il se consacre presque exclusivement à la recherche. I think it's a very exciting research field to work in because you learn a lot from different disciplines and you get to combine information from different disciplines. You get to work with people who's experts in different areas and try to bring it together to something that makes sense in terms of what does climate change mean for us. Autour de lui, de jeunes doctorants ont rejoint l'équipe avec ce sentiment de contribuer à une cause déterminante pour le futur de la planète. Ils viennent de Finlande, du Pérou, du Mozambique ou bien encore du Kenya. Chacun apporte sa pierre à l'édifice sous la tutelle de Joachim Rockloff. It feels like the best contribution you can do to foster new researchers within this field where there's very few researchers actually. There's very few people who have the capacity to work on these complex issues. Yeah, he's kind of a guide. Yeah, so he understands where I'm standing from. He understands my priorities, but then he's really good in taking them into account and then improving. Well, something that really surprised me when I came here was the level of research that they have in the department, and also because I've done several internships before and I've never had this level of, I guess, trust with people. He's a very versatile researcher and a lot of energy on research, very good ideas and enthusiastic, I think I would say. Le laboratoire où évolue Joachim Rockloff se concentre sur la modélisation des maladies infectieuses et chroniques pour mieux comprendre leur étiologie, c'est-à-dire quelles sont leurs causes et facteurs, et pour développer des modèles prédictifs dans le but de mettre en place des systèmes d'alerte précoce. I've been doing a lot of work on looking at how the invasion of vectors are
can be anticipated with different levels of climate change. It's very important for climate policy and for both for mitigation and adaptation to understand how the greenhouse gases that we emit is actually going to affect the disease panorama. And that's both for the spread of vectors and the spread of the diseases, but also the proliferation of virus in the vectors, such as vectorial capacity, which is, these are more global. Et si aujourd'hui la prise de conscience est plus importante qu'au cours des dernières années, le nombre d'équipes scientifiques qui travaillent sur ces questions reste encore peu élevé, alors que l'on parle d'une problématique vitale. Based on the evidence that's already out there, actually, that we together can come up with solutions to cutting emissions and to a more sustainable development and transformation into the future. Le professeur Joachim Rockloff et ses équipes ont donc en quelque sorte un précieux rôle de vigie pour une planète en souffrance. Ses connaissances sur l'impact des changements climatiques sur la santé ont notamment amené Joachim Rockloff à collaborer étroitement avec les experts du GIEC et de l'Organisation mondiale de la santé. Autre remise de prix, toujours au Yacht Club de Monaco jeudi soir, une cérémonie inédite. Les tout premiers Super Yacht Explorer Awards ont été décernés en présence du prince souverain. Le récit de Patricia Navarro. Des sagas familiales, des paris un peu fous, des épopées au long cours, les premiers Super Yacht Explorer Awards ont été décernés dans un lieu tout désigné, le Yacht Club de Monaco. Un jury composé de spécialistes et présidé par l'explorateur que l'on ne présente plus, Mike Horn, a eu bien du mal à départager les success stories qui lui avaient été proposés, si bien que 5 prix ont été remis. L'Explorer Award mention spéciale est revenu à 2 jeunes commandants français. Ils ont réhabilité en 2017 le dernier navire météorologique norvégien pour en faire un yacht polaire. C'est un projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans. Yann et moi-même sommes capitaines au long cours et passionnés de zones polaires, et c'est cette passion qui nous a réunis pour décider de nous émanciper, de créer une compagnie maritime française qui défend nos valeurs en termes humains, environnementaux et techniques dans les pôles. L'Explorer Award catégorie médiation et sciences a été attribué au projet Alicia. Celui de la technologie et de l'innovation revient à Bravo Eugenia. Dans la catégorie aventure environnement, c'est INI qui a été couronné. Et le jury a également souhaité ajouter un prix coup de cœur pour cette première remise de prix des Explorer Awards. Le bateau Tara a été récompensé et derrière lui toute une équipe qui sillonne les mers et océans depuis la fin des années 2000 pour scruter le milieu marin afin de mieux le protéger. Je suis très touché à la fois moi, à la fois les fondateurs de ce projet, Étienne Bourgois et Agnès B, qui depuis 15 ans soutiennent ce projet, et tous les partenaires, tous les scientifiques. Vous savez pas, Tara, c'est pas une personne, Tara, c'est 250-300 personnes qui sont impliquées. C'est un projet humaniste et je trouve que je suis très touché d'être au milieu de nominés, de lauréats comme ce soir, qui sont tous prestigieux, qui ont des bateaux magnifiques. Et Tara, qui est un bateau qui est une dame de 30 ans, en aluminium, mais qui se défend bien et qui fait l'excellence de la recherche aujourd'hui dans le monde, et ça c'est formidable. Tara qui est actuellement à quai après une grande campagne dans le Pacifique. Prochaine mission, autour des rivières et des déchets qu'elle déverse en mer, avant un grand retour au pôle Nord. Pour poursuivre ce chapitre consacré à la Monaco Ocean Week, revenons sur la tenue du symposium La Belle Classe au Yacht Club de Monaco. L'environnement et la nécessaire préservation des mers et océans sont plus que jamais au cœur des préoccupations des usagers de la mer, comme nous l'explique le secrétaire général du Yacht Club, Bernard d'Alessandri. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire dans le cadre de la Semaine des océans à Monaco, puisque chacun des acteurs partage ses responsabilités. Alors, la Fondation Albert II pour ce qui la concerne, le musée océanographique, et puis le Yacht Club pour sensibiliser, accompagner, médiatiser et récompenser finalement les armateurs, c'est-à-dire toute la plaisance qui aujourd'hui utilise les océans et va un peu partout sur la planète. Vous avez le sentiment justement qu'il y a un écho favorable chez les armateurs, chez les usagers de la mer, les navigateurs. Ils sont les premiers à savoir
que les océans et les mers ont besoin d'être protégés. Oui, bien sûr, je pense que ça fait partie des gènes et de l'éthique d'un yachtman que de préserver les océans, et depuis toujours, c'est pas nouveau. Le prince Albert Ier avait ouvert la voie, hein. C'était lui le premier qui a fait des études, qui a rapporté de ses campagnes, des récits, des dessins, et qui a ouvert cette voie. Donc finalement, aujourd'hui, nous reprenons, avec le prince Albert II, nous reprenons la suite de ce qui a été fait il y a longtemps. Et dans le cadre de ces actions, je me permettrai de souligner aussi ce qui va se passer au mois de juillet, avec les bateaux Nouvelles Énergies, où là aussi c'est un peu la reprise de la tradition des canots automobiles du début du siècle dernier. Et toujours dans le cadre de cette semaine consacrée à la préservation des océans, l'initiative internationale pour les récifs coralliens, dont Monaco assure la coprésidence jusqu'en 2020 aux côtés de l'Australie et l'Indonésie, a rassemblé plus de 50 participants au musée océanographique afin de rappeler les principaux objectifs du plan d'action 2018-2020 de l'ICRI. Toujours au musée océanographique, les lauréats 2019 de BIMED ont été reçus par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II hier. Ils ont pu présenter leurs projets et également échanger avec les lauréats de l'an dernier. Beyond Plastic Med est une initiative dont l'objectif est de réduire la pollution plastique en mer Méditerranée. Et toujours dans l'actualité en bref et en images. Après le passage du cyclone qui a frappé le Mozambique il y a près de 2 semaines, la Croix-Rouge monégasque appelle les monégasques et les résidents à faire preuve de solidarité. Elle lance un appel aux dons pour venir en aide aux millions de personnes qui se retrouvent dans une détresse absolue. Par ailleurs, au moins 15 000 ménages ont besoin d'un abri dans certaines régions de l'Afrique australe. Cette année encore, Monaco a célébré la Journée mondiale du théâtre. Cela s'est passé mercredi au théâtre Princesse Grace. 4 compagnies bien connues de la principauté se sont produites sur scène, mettant en avant la diversité des arts de la scène, tout en faisant la promotion du dialogue et de la paix entre les peuples. Créée en 1961 par l'Institut international du théâtre, cette manifestation est organisée tous les ans par la communauté théâtrale au travers de nombreuses manifestations nationales et internationales. Bonsoir à tous, bonsoir. Joli plateau pour la 2e édition du concert Pousse la vie, un concert caritatif organisé par la Fondation Flavien et qui a pour but de soutenir la recherche et lutter contre les cancers pédiatriques. Sur la scène du Théâtre des Variétés, le guitariste Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis, Yvan Cassard, le groupe Monaco Collective Band qui a rendu, entre autres, un hommage à Claude Nougaro, ainsi que les musiciens du Good Times Foundation. La soirée était animée par Marc Toesca. J'ai changé d'époque, comment ça les mal, sur les starting blocks. Culture à présent avec le Printemps des Arts et plus précisément le concert au lycée technique et hôtelier de Monaco. Au programme, les suites pour violoncelle de Benjamin Britten en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Le reportage de José Sacré. Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte-Carlo, a assisté le jeudi 28 mars au concert de musique de chambre proposé au lycée hôtelier de Monaco. Programme, les 3 suites pour violoncelle du compositeur anglais Benjamin Britten, 3 suites composées entre 1964 et 1971 pour son ami Rostropovitch, qui en a été le créateur. Au Printemps des Arts, ces suites pour violoncelle de Benjamin Britten ont été interprétées par le jeune violoncelliste canadien de 22 ans, Cameron Crossman. Britten était très influencé, bien entendu, par les suites de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle sol. D'ailleurs, il y a un moment donné, il y a une citation. Et donc, il a fait ces pièces, je dirais qu'il a écrit un peu à la façon de Bach, bien entendu dans un style beaucoup plus contemporain, on n'est pas à la même époque, mais sous une forte influence, c'est tout à fait évident.
En prélude au concert de Cameron Crossman, le Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé une courte pièce du compositeur en résidence Alexandros Markeas, Danse triste, pour ensemble de flûte, violoncelle, contrebasse et percussions. Cette pièce était interprétée par 10 jeunes élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes, Jean Lépin. Pourquoi voulez-vous intéresser directement, en les faisant jouer, pas seulement en les invitant au concert, les gens de la région? Moi, je crois que la musique, c'est ce qui réunit. Donc, il est évident qu'avec les conservatoires qui sont, l'académie et les conservatoires qui sont des lieux où là on apprend la musique, c'est fondamental que le festival s'ouvre à ces jeunes, leur donne l'opportunité d'entendre ces grands artistes. Et on fait aussi des masterclass, qui sont gratuites d'ailleurs. On a fait une masterclass avec Monsieur Crossman, avec des élèves de différents conservatoires. Avant de rejoindre notre invité du week-end, un mot de football avec la reprise du championnat. L'AS Monaco reçoit dimanche Caen pour la 30e journée de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre vous sont présentés par Frédéric Elion. Il y a 4 mois, le Caen Monaco de la 14e journée de Ligue 1 sentait le soufre. À l'époque, l'ASM était 19e avec une seule victoire en 13 matchs et 5 points de retard sur les Normands, 17e. Depuis, la tendance s'est bien inversée puisque Monaco, remonté à la 16e place, possède désormais 10 longueurs d'avance sur le Stade Malherbe, bon dernier de Ligue 1. Caen dégringole en 2019 avec 8 défaites et 2 nuls en Ligue 1, pendant que le Monaco New Look est capable de gagner contre Lyon ou à Lille. Le rapport de force semble donc déséquilibré, mais pas de complexe de supériorité côté monégasque. C'est un match à 6 points, un match contre une équipe en difficulté aussi, mais qui va faire les efforts de prendre les points chez nous. Ils ont besoin de rester concentrés avec une bonne attitude. Nous avons gagné à Lille et à Lyon. Peut-être la personne pensait avant que nous pouvions perdre. Nous avons fait match nul avec Bordeaux à la maison, avec Angers, et peut-être avant, tout le monde a pensé que nous allons gagner. Pour ça, tous les matchs se jouent pour le terrain. Pas de victoire avant, parce que le football, les professionnels qui pensent que pour gagner avant, c'est un pas pour les défaites. Avec 36 petites minutes de jeu en Ligue 1 depuis son arrivée à Monaco, William Vainqueur n'a pas pu exprimer tout son talent. La faute à une blessure et une suspension suite à une expulsion. Et si l'équipe tourne bien sans lui, l'ancien Romain, de retour en forme, pourrait profiter de la suspension d'Adrien Silva. Il n'y a pas que moi qui est milieu de terrain, on a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Le tout, c'est d'être prêt et de rendre service à l'équipe. C'est le plus important, je pense. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Même je suis en train de retrouver la pleine possession de mes moyens. Il m'a fallu du temps. Le coach ne m'a pas mis dans le groupe deux fois, je crois. Il a eu raison, parce que j'étais pas encore prêt et je pense que ça sert à rien de prendre des joueurs qui ne sont pas à 100%. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux et c'est pour ça que le coach commence à m'intégrer dans l'équipe. Outre Adrien Silva, Fodé Ballo-Touré et Jemerson sont également suspendus. Nkoudou et Jebel sont blessés et Fabregas est incertain. Il est temps à présent de rejoindre Sandrine Nègre qui est en compagnie de Sandra Bessoudo, notre invitée du week-end. La présidente de la Fondation Malpelo était en principauté cette semaine à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Mesdames, c'est à vous. Sandra, merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Vous êtes en principauté à l'occasion de la Monaco Blue Initiative et nous sommes au cœur du Temple de la Mer, ce très beau musée océanographique. Toute première question, j'aimerais savoir un petit peu comment la protection de l'environnement est peu à peu rentrée dans votre quotidien. Bon, je pense que c'est une vocation. C'est-à-dire je suis née avec, et bien sûr mes parents ont beaucoup eu à voir dans ce que je sens pour la nature, pour les animaux, surtout pour la biodiversité. Et donc c'est depuis très petite que je n'acceptais pas qu'on fasse du mal, qu'on prenne des étoiles de mer, qu'on les sorte de la mer, les coquillages, etc. Donc depuis très petite, j'étais déjà assez
mise dans le sens qu'il fallait protéger. Depuis toujours? Depuis toujours. Puis ensuite, à 4 ans, j'ai pu mettre un masque pour la première fois. Et là, j'ai découvert des poissons merveilleux avec des couleurs incroyables que on n'aurait jamais imaginé que ça existait. Et là, ça a été aussi un clic qui m'a vraiment dit, moi, ce que je veux, c'est être sous l'eau. À 12 ans, j'ai pu mettre pour la première fois une bouteille. D'accord. Une bouteille. Et là, se sentir libre, de pouvoir être beaucoup plus de temps sous l'eau, c'était merveilleux. À 19 ans, je suis devenue monitrice de plongée. D'accord. Je suis devenue monitrice donc, pour pouvoir travailler et être sous l'eau. Et peu à peu, en étant monitrice, je suis allée à Malpelo. J'ai vu les merveilles de Malpelo, mais j'ai vu aussi les menaces. Et les menaces, c'était des bateaux de pêche ancrés sur le corail, mais en plus, on voyait des montagnes de requins qui étaient morts sur le pont. Et là, à ce moment-là, Malpelo n'était pas protégé. Et je me suis dit, il faut se mettre à travailler, il faut se mettre à faire bouger les choses. Donc, je ne savais pas très bien, parce que lorsqu'on a 19 ans, 20 ans, on a beaucoup d'énergie, on veut faire plein de choses. Je me suis dit, je vais commencer par prendre des signatures, sans savoir très bien qu'est-ce que j'allais faire de ces signatures après. Mais je faisais signer tout le monde. Et les choses arrivent. Vous savez, les choses se passent petit à petit, et c'est des opportunités que l'on prend. Je suis devenue la personne chargée de cette aire marine protégée. Et on a réussi en plus à faire tout le dossier pour qu'elle devienne site de patrimoine mondial de l'humanité, dû à des films qu'on avait faits, qu'on avait présentés et des prix que ces films avaient eu dans le Festival mondial de l'image sous-marine. Un des prix, c'était le prix de conservation que l'UNESCO donnait au film. J'ai dit, donc si l'UNESCO donne ce prix, c'est pas parce que oui. Donc je suis allée à l'UNESCO, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'humanité? Ils m'ont dit, ça doit être le gouvernement, il faut remplir les dossiers. Donnez-moi les dossiers. Encore des signatures. Est-ce que, comme vous nous disiez quand vous étiez adolescente et que vous avez vu cette montagne de requins écrasés, massacrés, vous en avez vu encore quand même après? Bon, je vais revenir un peu en arrière. Depuis l'année 2000, on fait des suivis, c'est-à-dire je compte des poissons. Et dans les poissons, il y a bien sûr les groupes des requins selon les espèces. Et depuis l'année 2000 jusqu'à présent, on voit clairement, malheureusement, une descente, une chute pour les requins marteaux et pour les requins soyeux. C'est-à-dire pour des espèces qui sont hautement migratrices, qui non obligatoirement sont dans les profondeurs, mais sont plutôt dans les eaux moins profondes, dans les 0 à 100 mètres. Et bien sûr, où, comme ils voyagent souvent en groupe, un seul filet peut prendre toute une population. Non? Donc, si bien, par exemple, à 2004, on pouvait voir des groupes de 600, 700 individus de requins marteaux, aujourd'hui, elles sont dans l'ordre des 300 et 400. Non? Donc, on voit une diminution, ce qui est très triste. Mais en plus, mais cependant, pour le reste des espèces, pour la plupart des espèces, on voit une augmentation très importante. Les mérous, les carangues, les cérioles, les ludgeons. Donc ça, c'est positif. Donc ça, c'est positif. Une dernière question. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a ouvert par son discours cette Monaco Blue Initiative. Je sais qu'avec les explorations de Monaco, il est venu, il y a quasiment un an, je crois, du côté de Malpelo. C'est un peu une date anniversaire aussi. Quel regard portez-vous justement sur toutes ces actions? Moi, j'admire énormément les gens qui sont convaincus et qui sont investis pour la conservation de la nature. Et dans ce cas, la conservation de l'océan, de la biodiversité et de beaucoup d'espèces qui sont menacées. Et les explorations de Monaco, par exemple, nous ont démontré quelque chose de nouveau. Parce qu'on avait plusieurs domaines de travail. Mais disons que je vais me mettre dans un seul, et c'est celui des recherches avec la télémétrie satellitale sur des requins marteaux. Donc on savait déjà par génétique que les adultes de Malpelo étaient liés aux jeunes de la côte pacifique colombienne. D'accord. Génétiquement. Et là, ce que l'on a fait, c'est on a mis des balises satellites sur des femelles qui étaient enceintes. Et qui donc sont peut-être partis... Et on le voit clairement que ces animaux sont partis vers la côte, ce qui nous fait
en effet, on voit clairement qu'il y a une migration vers la côte où ils mettent bas. Mais aussi des 5 requins qui ont été tagués avec cette technologie, 3 sont morts par la pêche. Et si dans un an, ce qui s'est déroulé, au moins d'un an, parce que les données sont à octobre-septembre, et 3 des 5 ont été capturés, c'est beaucoup. Beaucoup trop en tout cas. C'est beaucoup trop. Et là, en ce moment, j'ai un peu peur de ne plus savoir réellement comment continuer. Parce que c'est un travail qu'il faut faire avec la coopération des autres pays, non seulement au niveau scientifique, mais que vraiment, il faut prendre des mesures si l'on veut protéger une espèce, par exemple, une espèce emblématique comme est le requin marteau. Une autre chose très importante, c'est que les requins marteaux, ou les requins en général, ne sont pas considérés comme biodiversité. Ils sont considérés comme aléotiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pêchés. Donc une chose, c'est par exemple, si dans un pays on vous tue un jaguar ou un ours à lunettes, là c'est la catastrophe. Mais on n'est pas en train de mettre la même valeur pour un requin, qui est aussi une espèce menacée. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et on suivra bien évidemment à l'avenir tous vos travaux comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Merci Sandra Bessoudo et bonne continuation sur cette Monaco Blue Initiative. Et je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Merci mesdames, il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Beau temps sur la Principauté, ce samedi il fera 11 degrés au lever du jour et 12 degrés au meilleur moment de la journée. Les vents souffleront entre 10 et 15 km/h et la température de l'eau sera de 14 degrés. Dimanche, temps également ensoleillé avec des températures qui avoisineront les 12 degrés tout au long de la journée. Lundi, quelques nuages viendront perturber le ciel le matin et l'après-midi, le soleil sera un peu voilé. Les températures 11 degrés le matin, 18 l'après-midi. Mardi, le ciel bleu ne durera pas, il deviendra nuageux au cours de la journée. Les températures 11 degrés le matin, 17 l'après-midi. Mercredi, retour du beau temps, il fera 12 degrés au lever du jour et 17 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, quelques nuages le matin, ils seront plus importants l'après-midi et des averses ne sont pas à exclure. Les températures 11 le matin et 15 degrés l'après-midi. Et puis n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'été et nous perdons donc 1 heure de sommeil. À 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez l'émission de l'AS Monaco, suivie d'un nouvel épisode de Monaco Tech consacré à la société TIL. Belle soirée à tous sur Monaco Info.